Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des rattrapages de films et séries. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les films qui sont au nombre de 15. Voilà, depuis l'épisode 2 j'ai vu... alors attendez, hop, j'en sors jusqu'en de l'écran. Et on est bon. Donc, depuis l'épisode 2 des rattrapages de films et séries, du coup, j'ai vu à peu près 15 films et j'ai vu un petit peu moins de séries. Voilà, ça, en fait, à chaque fois, il y a une balance entre ce que j'ai envie de regarder, ce qui fait que pour les premiers épisodes des rattrapages de séries et films, j'avais regardé plus de films. Pour les épisodes 2, j'ai vu plus de séries et là, la balance est repartie plus côté film. Voilà, parce qu'en même temps, bah, regarder un film, c'est beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus rapide et plus simple qu'une série qui demande un peu plus d'engagement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de 15 films. Et une fois que j'aurai regardé la partie 2 de mercredi, du coup, je sortirai les vidéos sur les séries télé. Voilà. Du coup, je me filme pas aujourd'hui parce que je n'habite plus dans mon logement étudiant. Voilà, j'ai rendu mes clés il y a déjà il y a quelques jours mercredi, donc ça fait quoi? 3, ouais, 6 jours, non, pas 6 jours, 5 jours. Bon, bref. Euh, et, euh, et là-bas, j'avais un très bon réseau internet, c'est-à-dire que peu importe à peu près la lourdeur de la vidéo, en termes de poids, hein, de géo, tout ça, MO, géo, bah du coup, là-bas, les vidéos se mettent en ligne quand même très rapidement. Je veux dire, une vidéo, je sais pas, je dis une connerie, mais qui faisait 5-6 géo, bah, ça mettait peut-être 10-15 minutes. Alors que ici, ou chez ma mère, le réseau, alors il est bon parce que contrairement à quand, enfin à quand j'étais surtout en logement étudiant, bah, le réseau il ne saute pas toutes les heures et tout ça, mais la contrepartie c'est que bah, le réseau, pour mettre des vidéos en ligne, il est extrêmement lent. Je veux dire, une vidéo de 10 minutes qui va, je sais pas, faire 300, 500 MO, ça va me prendre quasiment une après-midi entière. Alors qu'avec le réseau de la fac, ça me prenait à peine 2 minutes, quoi. Et encore, j'exagère quand je dis 2 minutes. Donc voilà. Donc comme là, je sais que ça va être une vidéo plutôt longue, donc je sais qu'elle va avoir un certain poids, donc elle va être assez longue à mettre en ligne. Donc si en plus je me filme et que je rajoute énormément de poids sur la vidéo, je sais qu'il me faudra au moins 2-3 jours pour mettre la vidéo en ligne. Et bah, c'est pas non plus le but que ça sorte non plus dans 10 mois, quoi. Donc, on va pouvoir commencer avec une fois les explications faites. Alors, le premier film, ah oui, encore une fois, comme je le fais pour chaque épisode, je ne classe pas les films en termes de préférence, mais par ordre alphabétique. Comme ça, les ordres de préférence resteront pour les tops et les flops qui sortiront certainement mi-janvier jusqu'à sûrement début février. Quelque chose dans le genre. Comme ça, début janvier, ça me laisse le temps de préparer les tops et les flops que je commence déjà à préparer. Je commence déjà à récupérer des photos. J'ai déjà tous les synopsis, tous les trucs déjà préécrits pour chaque film et série que j'ai vu. Donc je pense que quand même déjà prendre de l'avance pour pas avoir à tout faire en janvier. Mais au moins début janvier, ça peut quand même permettre de faire quelques rattrapages de films qui sortent fin décembre, genre comme le film Anaconda ou des choses comme ça, qui lui sort le 31 décembre. Euh, donc voilà. Bref. Donc, on commence avec Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux. Donc voici le synopsis. Le garçonnet Alexander connaît la pire journée de sa vie. Sa malchance semble affecter également ses proches. Comme on peut voir, qui est une série sortie sur Disney+. Un film sorti sur Disney+. Donc c'est un film personnellement que j'ai trouvé plutôt moyen. Alors pour les enfants, ça peut être très cool, je pense qu'il va passer un bon moment devant. Mais j'avoue que pour moi qui ai 30 ans, bon, c'est pas ouf. Parce que en fait, ça se veut comme une sorte de film d'aventure, enfin plus ou moins d'aventure, parce qu'en gros, euh, la malchance du gamin viendrait d'une statuette
que son grand-père ou un truc comme ça aurait récupéré lors d'un voyage au Mexique, et qu'en fait, en ne l'ayant pas rendu là-bas, en fait, ça a créé la malchance. Sauf que bon, déjà, la malchance, elle est que sur le gamin, bah, le petit là, le personnage principal. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, ce qui moi me dérange avec ce film, c'est que bon, c'est un petit truc sympa parce que du coup, ils partent en vacances au Mexique. Au début, personne veut y aller avec, enfin, en famille et tout. Au final, ils se disent, bon bah tiens, pour casser la malchance, faudrait ramener la statuette et tout. Et du coup, bah, tout le film part un peu dans ce sens-là, avec les enfants qui veulent rendre la statuette pour ne plus avoir cette malchance et les parents qui, eux, veulent juste profiter de leurs vacances. Bon, à chaque fois, tout ce qui se passe est assez catastrophique, mais ça reste sympa. Voilà, j'ai envie de dire, bon, leur voyage est de pire en pire, mais voilà, c'est un peu exagéré. Mais je trouve que pour des gosses, honnêtement, voilà, ça fait son effet, c'est sympa, c'est pas extraordinaire, mais bon, voilà, ça passe. Euh, Et comme je disais, moi, en fait, le gros point négatif du film, c'est qu'en gros, alors, je suis désolé, ça va spoiler un truc qui se passe à la fin. Donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés, n'hésitez pas à faire une double tape hein, pour avancer je sais plus, c'est 5-10 secondes, hein, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu. Euh, voilà, avancer de 15-20 secondes, et puis voilà. Donc là, je vais spoiler un tout petit peu. Mais en gros, la statuette qui porte malchance, en fait, on apprend que c'est une statuette qui est achetée dans un marché et qu'en fait, n'est pas une vraie statuette d'un sanctuaire. Et donc, leur malchance ne vient pas de ça, c'est juste qu'ils ont la malchance tout court. Bref. Donc maintenant, si vous êtes, vous êtes revenu, voilà, le spoil est passé. Mais, euh, mais voilà, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ils ont un objectif et qu'en fait, tu te rends compte que l'objectif, il est totalement factice. Et ça, moi, honnêtement, ça m'a dérangé. Je sais qu'un gamin, voilà, qui n'a pas un esprit critique sur un film, lui, il passera un très bon moment et il ne se posera pas de questions sur, leurs objectifs et tout ça. Parce qu'ils vont voir les aventures, ils vont voir, oh là là, là c'est marrant, il se passe ci, il se passe ça, oh ils essaient de traverser la rivière et puis finalement ils se retrouvent à flotter sur l'eau avec leur véhicule. Bon, tu vois, ils vont trouver ça marrant. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, ben, forcément, on n'a pas le même état d'esprit, on voit pas le film de la même manière, et on se dit, bon, ok, c'est pas ouf ouf. Mais honnêtement, voilà, je vais pas, voilà, en dire plus non plus. Bon, le gamin, il est un peu insupportable, hein, en vrai, parce que comme il a la malchance, il casse les couilles à tout le monde en mode, non, faut pas faire ça, j'ai la malchance, non, faut pas faire ça, j'ai la malchance, non, il passe pas la malchance. Au bout d'un moment, t'as envie de le claquer, le gamin. Mais bon, voilà. Encore une fois, pour un adulte, c'est pas terrible. Pour un enfant, je pense que ça peut être un bon divertissement. Donc voilà. Ensuite, on a Almost Cops. Voici le synopsis. Ramon, un enquêteur spécialisé et dévoué déterminé à sécuriser son quartier de Rotterdam, est contraint de collaborer avec Jack, un ancien détective imprudent, temporairement rétrogradé dans son équipe après un incident. Alors que ces deux hommes opposés doivent collaborer, ils découvrent finalement qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. La perte d'un être cher assassiné. Alors que Ramon et Jack forment une équipe de rêve, ils mettent tout en œuvre pour trouver le coupable, ce qui mène à plusieurs découvertes majeures. Donc, il est un film qui se trouve sur Netflix. Bon, alors, le film, encore une fois, il est sympa, c'est un peu, c'est même pas un peu, c'est une comédie policière. Donc sur l'aspect policier, effectivement, ça fonctionne, hein. Il y a l'équipier de Ramon qui est assassiné et du coup, bah, il veut chercher à le venger. Et ce que je vais dire n'est pas un spoil parce qu'on le sait dès le début, quasiment dès les 10 premières minutes du film. Mais le collègue qui est tué, c'est le frère de Jack. Donc c'est pour ça que les deux, quand ils se retrouvent en équipe, bah justement, nous, en tant que spectateurs, on se dit, bon, comment ça va se passer entre les deux? Voilà, est-ce que voilà, ils vont se dire les choses ou pas? Enfin, surtout, est-ce que Ramon va dire à Jack les choses? Et tout ça. Bon, bien sûr, vous connaissez ce genre de film, évidemment qui va garder la chose secrète, mais bon.
hein, on est habitué, c'est toujours comme ça. Mais voilà, en termes de films policiers, on est plutôt sur un truc classique, hein, voilà. Le jeune un peu imprudent, un peu bête, voilà, qui innocent et tout ça, et de l'autre côté, le mec, voilà, chevronné, voilà, qui veut absolument faire la justice, là, quitte à faire des conneries. Et les deux s'associent plutôt bien. En vrai, je trouve que le duo il fonctionne bien. En plus, les deux ont en fait un impact sur l'autre, ce qui veut dire que Ramon va changer Jack en lui permettant de s'affirmer et tout ça, et Jack va changer Ramon, qui est un peu un mec un peu individualiste, qui va apprendre à travailler en équipe, à savoir ce que ça fait de faire partie d'une équipe et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur l'aspect comédie, bon, moi je trouve que ça marche pas tout le temps. Voilà, bon, j'ai vu beaucoup de films à la suite. Que je crois que j'ai vu ce film-là il y a 1 ou 2 jours. En même temps, je regardais la série télé Sirène. Et puis après, j'ai rematé. Qu'est-ce que j'ai maté? J'ai maté The Naked Gun. J'ai dû mater autre chose entre deux. Puis après, je l'ai mis à mercredi. Donc, pour tout ce qui touche aux blagues et tout, sur les comédies, je pense que je vais pas avoir toujours des exemples parce que, ben voilà, en général, je regarde un truc. Et puis je passe à un autre, de temps en temps je regarde d'autres vidéos sur YouTube, et puis après je reviens regarder un autre programme et tout. Donc en général, c'est difficile après de garder des trucs très précis en tête, surtout sur les trucs comme ça qui sont des blagues. Voilà. En tout cas, de mémoire, je me souviens que j'ai pas rigolé tant que ça. Surtout en comparaison à une autre comédie policière dont on va parler dans cette vidéo, celle-ci m'a pas trop fait rire. Voilà. Moi, l'aspect comédie, ça n'a pas marché, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Voilà, c'est un film policier plutôt classique, voilà, mais avec la touche Netflix. Parce que là où le film pour moi il perd des points, c'est la touche Netflix. Et bien sûr, vous vous doutez, alors la touche Netflix pour moi, c'est pas le fait que ce soit des noirs en personnage principal. Tu vois, ça, personnellement, je m'en bats les couilles. Voilà, je veux dire, on n'est pas sur une adaptation. Tu vois, c'est pas comme si on avait une adaptation, je sais pas, des X-Men et que là, tous les X-Men étaient noirs. Tu vois, bon, là, ça me poserait problème. Mais là, je veux dire, on est sur un film original, donc les personnages principaux soient noirs, ça me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange dans ce film, c'est que on est sur du classique Netflix, donc tous les noirs sont gentils, sauf plus ou moins un et encore, voilà. Euh, Ensuite, toutes les femmes, pareil, sont plutôt cool. Voilà, déjà les femmes, c'est elles qui gèrent les équipes, elles sont plutôt cool et tout. Euh, mais les hommes, blancs surtout, sont des enculés. Voilà, hein, juste pour dire, le méchant du film, c'est un blanc. Voilà, genre vraiment, ça te sort de nulle part à quasiment, je sais pas, 20 minutes de la fin, on te sort, oh, le grand méchant, c'est lui, c'est le blanc. Dans l'équipe de flics, t'as un blanc, le mec, c'est le mec, tu vois, qui drague toutes les meufs, qui dans les vestiaires se promène à poil devant tout le monde. Enfin, tu vois, ça fait. Voilà, c'est ça par contre, ça m'a beaucoup dérangé. Voilà. Euh, Genre, j'ai pas compris le délire. Alors, bien sûr, on le connaît tous, le délire, hein, on est dans une époque, on passe notre temps à taper sur les blancs et surtout sur l'homme blanc. Alors, moi, personnellement, je suis pas touché par ces choses-là parce que moi, je suis métisse. Donc voilà, je suis pas blanc, donc ça me concerne pas forcément. Mais j'ai quand même une gêne quand je vois ces choses-là parce que, la réalité, elle est pas comme ça. La réalité, c'est pas les noirs et les femmes sont gentils, les hommes blancs sont méchants. C'est pas ça la réalité, c'est qu'il y a des hommes qui sont gentils, des hommes qui sont méchants, peu importe leur couleur de peau. Il y a des femmes qui sont gentilles, il y a des femmes qui sont des grosses connasses, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur orientation sexuelle, soit homme, femme ou les autres genres qui puissent exister. Bref, et il n'y a pas, genre, il y a pas une catégorie comme ça, en mode là, il n'y a que des gentils, là, il n'y a que des méchants. Non, la société est beaucoup plus complexe et grise que ça. Et, euh, et moi, c'est des trucs qui me mettent mal à l'aise dans les films et où j'enlève beaucoup de points quand il y a ce genre de choses qui se produit parce que pour moi, c'est pas possible, encore aujourd'hui en 2025, de faire ces conneries de woke parce que voilà, les woke, c'est pas du progressisme, hein.
Voilà, je sais que je le dis, j'ai dit à plein de reprises, mais bon, là je suis sur la fin d'écriture de mon mémoire, donc j'ai pas le temps. Mais il va vraiment falloir que je fasse ma vidéo où je compare le progressisme et le wokisme, et on verra qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes choses. Et là, malheureusement, on est sur un film qui est plutôt divertissant, mais clairement sur les tendances woke, hein, avec les noirs gentils, les femmes gentilles, et puis les hommes blancs sont des enculés ou parce que, bon, le flic, c'est pas vraiment un agresseur sexuel, mais bon, voilà, on en est quand même pas loin avec le mec qui est là devant les meufs à poil dans les vestiaires. Bon, on est quand même un peu sur une sorte de harcèlement sexuel, donc c'est pas totalement mieux, quoi. Bref. Ensuite, on a le film Avec ou sans enfants. Donc voici le synopsis. Pio et Anaïs voient trois couples d'amis s'éloigner d'eux et de leurs préoccupations quand ils commencent à avoir des enfants. Quelques années plus tard, ils leur annoncent qu'ils vont se marier dans les Pouilles et que s'ils sont invités, leurs enfants ne le sont pas. 6 mois plus tard, les trois couples de parents n'ont pas réussi à se résoudre à laisser leurs enfants en France et tentent de prendre part à la fête en cachant la présence des 6 enfants. Encore une fois, bon, la comédie française, je l'ai regardée principalement parce que ici on a Tiffen Davio, dont on va reparler après, qui est une actrice, ben non pas après en fait, dans ma vidéo sur les séries télé plutôt, on reparlera d'elle en mieux en tout cas. Euh, Parce que ce film, ben encore une fois, il est pas terrible, hein. Pour une comédie française, bah, en fait, c'est une comédie française, quoi. Le principe en lui-même, en vrai, je le trouvais plutôt sympa. Surtout à l'âge que j'ai. Je trouve que c'est plutôt sympa parce que, tu vois, j'ai mon meilleur ami qui a eu une petite fille en début d'année. J'ai une autre amie très proche qui a eu un petit garçon il y a à peu près 3 mois au moment où vous verrez la vidéo. Je dirais plutôt 2 mois. Bref, j'ai d'autres amis qui essayent d'avoir des enfants, machin, enfin bref. Euh, donc, tu vois, moi, je reconnais un peu, tu vois, ce côté, tu vois, moi, je suis là, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, mais à côté, j'ai mes amis qui commencent à avoir des enfants, leur mode de vie, forcément, qui change et tout, même si ça ne nous empêche pas forcément de se voir et tout ça, de profiter comme avant. Mais effectivement, il y a quand même des gens qui finissent par laisser tomber les gens quand ils commencent à avoir des enfants. C'est d'ailleurs ce que certains d'entre eux m'ont dit. Et du coup, avoir un film un peu sur ce thème-là, voilà, des amitiés qui commencent un peu comment dire, à se fissurer parce qu'il y en a qui ont des enfants et tout ça. Parce que là, Pio et Anaïs, eux, ils veulent pas d'enfants, mais les autres, ils ont les leurs, et voilà. Et franchement, le plot de base était plutôt pas mal. Le côté en mode, oui, pour le mariage, on veut être à l'ancienne, que entre nous et tout, sans les enfants. Tu vois, moi je me dis, tu vois, c'est pas quelque chose de dérangeant. En plus, à l'âge qu'ont les enfants dans le film, la plupart, ils peuvent largement être une journée chez papy-mamie ou chez une nourrice ou un truc comme ça, quoi. Mais dans le film, forcément, tous les persos sont complètement nazes. Aucun ne prévoit les choses ou ne veut vraiment mettre en avant l'amitié plus que laisser leurs enfants une journée chez leurs parents ou je ne sais quoi. Ce qui fait qu'au final, tout le film tourne autour du fait on profite du mariage avec nos amis, mais en même temps on cache les enfants, machin. Donc ce qui fait que ça mène à des petites scènes qui, j'avoue, certaines sont assez amusantes et tout ça. Euh, mais ça en fait pas un super film, quoi. Et surtout, ce qui n'en fait pas un super film, c'est la fin du film. Parce que la fin du film, pour moi, elle est ratée, mais à 1000%. Et c'est très dommage parce que, bah, à côté de ça, tu vois, ça joue bien. Les blagues sont déjà mieux réussies que dans Almost Cops. Et du coup, bah, c'est un peu dommage d'en arriver là. À côté de ça, si vous ne voulez pas être spoilé, parce que là je vais spoiler la fin, passez au timecode suivant pour le film suivant. Je ne sais pas encore lequel que c'est, parce que des fois, quand je vais à une diapo, que je reviens en arrière, les photos elles disparaissent. Donc je ne vais pas prendre le risque, mais voilà. En commentaire, de toute façon, vous avez le chapitrage, donc vous pouvez passer à la suite si vous ne voulez pas être spoilé. Voilà, donc je vous laisse 2-3 secondes
et ensuite j'y vais. Donc, sur la fin du film, en gros, tout le monde commence un peu à s'embrouiller. Voilà, il y a une embrouille entre certains amis, je ne sais plus pour quelle raison, il y a deux amis qui se prennent la gueule. Il y a le couple justement de Tiffany Davio avec Ryan Bensetti qui part en éclat parce que bah, le Ryan Bensetti il en a rien à foutre des gosses, il s'en occupe pas, enfin bref, le mec c'est une catastrophe. Et tu as aussi du coup toute une grosse dispute autour de Pio et Anaïs qui forcément de moment découvrent que les enfants sont là, ils sont pas contents, du coup ils les punissent en mettant dans un coin avec les enfants et tout, sauf que là c'est encore le bordel, le mariage est totalement gâché et tout. Et tu te dis, tiens, on aurait pu partir sur une comédie dramatique et terminer un peu le film là-dessus, voilà, en mode, bon bah voilà, un peu un des effets que ça peut donner d'avoir des enfants et de traîner avec des gens qui en ont pas. Donc vraiment, ça aurait pu être un peu une critique assez intéressante. Sauf que le film n'a pas cherché à aller dessus, le film a cherché à donner un côté positif. Et ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que c'est extrêmement mal fait. Puisque ça termine de manière positive, mais sans que les gens discutent entre eux. C'est-à-dire que tout est fait hors champ. Puisque forcément, Pio et Anaïs, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils leur font bon, allez hop, cassez-vous, voilà, vous voulez pas nous respecter, vous voulez pas respecter notre mariage et tout, vous avez tout gâché, hop, on arrête là. Et ensuite, ils ouvrent leur cadeau de mariage, et quand ils ouvrent leur cadeau de mariage, bah, qu'est-ce qu'ils découvrent? Que leurs amis leur avaient offert des billets pour partir en vacances tous ensemble avec les enfants, je ne sais plus où. Et là, ils se disent, oh putain, ils ont gâché notre mariage, mais ils ont offert des tickets d'avion pour partir en voyage. Oh, finalement, c'est quand même des bons amis, hein. Et finalement, ben, hors champ, bah, du coup, d'un coup, tu passes de l'ouverture des cadeaux un peu sinistre, un peu morose, à directement un an plus tard, quasiment, où ils sont tous en vacances, que tout se passe bien, et vraiment que tout se passe bien pour tout le monde, pour absolument tout le monde. Ce qui veut dire que Pio et Anaïs n'en veulent plus à personne qu'on ait gâché leur mariage. Les deux mecs qui se disputaient, d'ailleurs, je crois que c'était autour d'un gamin où il s'était passé un truc. Voilà, eux, pareil, sans qu'il y ait d'explication, bah, d'un coup ils s'entendent très bien. Le couple Tiffany Ryan Bensetti qui pareil ne s'entendait plus, d'un coup ils s'entendent très bien. Et en fait, moi ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que bah, voilà, le film aurait pu être sympa et tout. Et en fait, on a rushé à mort la fin du film, ce qui fait que tout se règle hors champ. Et ça, moi, c'est un très gros problème. Ça montre un peu une faiblesse d'écriture où tu sens que les scénaristes ne savaient pas trop comment réparer certaines erreurs et ils se sont dit, bon, allez, de toute façon, les comédies françaises en France, hein, c'est de la merde. On va faire directement un bond dans le temps d'un an. Les gens, de toute façon, ils vont pas réfléchir. Et voilà. Sauf que bah, ils ont totalement tort parce que bah, on le voit qu'il y a un truc qui va pas. Bref, on va pouvoir passer au film suivant. Ensuite, on a eu le film Inimini, où je crois que c'est Girl White Speed, un truc comme ça, sur Disney+. Inimini, je crois que c'est le nom aux US, et en France, c'est The Girl White Speed, un truc comme ça. Je sais même pas pourquoi on a traduit le film en le laissant quand même un titre anglais en France. Parce que Inimini, en gros, c'est le surnom de l'héroïne, hein, jouée par Samara Weaving. Et voilà. Donc le synopsis, c'est celui-ci, une adolescente réformée, conductrice de voiture, est ramenée dans son passé peu recommandable lorsqu'un ancien employeur lui offre une chance de sauver la vie de son ex-petite amie, chroniquement peu fiable. Donc, bah, comme j'ai dit, le film est sur Disney+, hein, à part avec ou sans enfant, pour l'instant on a quasiment que des films de plateforme. Et ce film, alors déjà, en fait, je l'ai vu en deux fois. Parce que j'ai commencé à le regarder avec Oraka, sauf que je me suis endormi devant parce que bon, on venait de tourner plusieurs ouvertures de display et tout, j'étais claqué. Mais on s'est dit, allez, on tente quand même. Et puis, bon, bah, moi, je me suis endormi, j'avais un chat dans les bras, je me suis endormi avec le chat dans les bras. Euh, et du coup, un ou deux jours après, je me suis dit, je vais reprendre là
où je m'étais arrêté, enfin où je m'étais endormi. Alors j'avais vu quelques bouts en me réveillant puis en me rendormant, mais voilà, je me suis dit je vais reprendre, je vais quand même regarder le film. Et c'est vrai que c'est un film plutôt moyen, quoi, qui se veut un peu comédie braquage, un truc comme ça, puisque en gros, le petit ami a fait perdre beaucoup d'argent en ratant un plan à l'ancien patron de INI. Et du coup, pour lui sauver la vie, elle doit du coup l'aider à rembourser la somme. Du coup, ils vont mettre un plan en route pour prendre l'argent, enfin pour voler de l'argent et rembourser la dette que doit le mec. Donc voilà. Après, le film est pas si. En fait, il est sympa sans plus. Les scènes d'action avec les voitures sont plutôt sympas. On n'est pas sur du niveau d'un Mission Impossible, mais c'est plutôt sympa. Euh, Après, voilà, on a toutes des rivalités dans ce monde un peu criminel et tout, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que le film n'est pas non plus excellent, notamment à cause du petit ami hein, qui est juste insupportable. Hein. Vous verrez dans mon top et flop des personnages masculins, euh, vous verrez que parmi le top des persos les plus insupportables, il sera clairement dedans parce que le mec fait tout et n'importe quoi. Il apprend que sa meuf, enfin que du coup que son ex est enceinte de lui, le mec il continue à faire n'importe quoi, enfin bref, il est juste insupportable. Le film est un peu mou quand même. Bon après, bon, faut dire que je l'ai regardé, il était plus d'1 heure du matin, mais c'est vrai que le fait d'avoir vu en 2 fois, ça aide pas à avoir une opinion plus tranchée, parce qu'il y a des trucs qui sont sympas, l'acting est pas mauvais et tout, mais c'est vrai que, bon, en fait, t'as juste un personnage en fait, qui vient un peu gâcher tout le film. Euh, Parce que les autres personnages, ils s'en sortent. Certains sont très cool à suivre. Comme Mini, elle est plutôt sympa, tu vois. C'est une meuf qui a fait des erreurs, qui essaye de remonter la pente et qui en a les capacités, mais qui replonge à cause de son ex. Et, euh, et voilà. Et après, le scénario, bon, il est assez simpliste. Je pense que ce film peut quand même divertir des gens, honnêtement. Mais voilà, j'avoue que pour Samara Weaving, c'est clairement pas le film que je préfère d'elle. En plus, elle a sorti un autre film qui s'appelle Borderline cette année, qu'il faut que je regarde, sûrement parmi les films présentés dans l'épisode 4 des rattrapages, parce que, euh, parce que je pense que ce sera beaucoup mieux que ce film-là. En tout cas, selon les goûts des gens. Parce que, voilà, côté humour et tout ça, moi, ça n'a pas trop marché. Euh, et voilà. Ensuite, on a Haut les mains. Alors, film français hein, que j'ai. Ça a été dur de regarder ce film. Mon Dieu. Euh, le synopsis, donc le groupe des Green Panthers commet de petits cambriolages chez des personnes puissantes qui ne respectent pas la planète. Ces Robins des Bois de l'écologie volent au profit de causes écologistes ou féministes pour les soutenir et les faire connaître. Le gang recrute un spécialiste de l'ouverture des coffres forts. Voilà. Bon, le film, encore une fois, c'est une sorte de comédie française. C'est vraiment à chier. Et celui-là, il est mille fois pire qu'avec ou sans enfant. Vraiment. Avec ou sans enfant, à côté de ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Et je ne blague pas quand je dis ça. Ce film, il est horrible. Bon, déjà, t'as le côté où déjà, t'as des gens qui commettent des crimes euh, pour sauver la planète. Alors, que tu veuilles sauver la planète, je comprends. Mais que tu commettes des crimes pour ça, comme pour... Il y avait un film français aussi qu'on avait vu, on en avait parlé l'année dernière, sorte de petit film d'horreur avec des écolos qui du coup, avaient décidé de saccager un magasin pour leurs trucs écologiques et puis qui se faisaient buter comme dans un slasher. Ça, c'était vraiment très cool. Mais là, c'est pas le cas. Là, en gros, on fait passer les voleurs pour des héros. Et franchement, c'est une catastrophe.
Voilà, parce qu'en gros, on te dit, si c'est pour le bien de la planète, tu peux commettre des crimes, c'est pas grave. Voilà, très clairement, c'est ce qu'on te fait dire, parce que bah, à la fin, même eux, ils ne sont inquiétés de rien. Mais vraiment, de rien. Et franchement, le film est tellement nul que j'hésite pas à spoiler, parce que franchement, personne veut regarder ce film, hein. Bref. Et du coup, comme je disais, ouais, il n'y a rien contre eux, ils sont tranquilles jusqu'à la fin, alors qu'ils commettent des crimes et tout. Parce que bah, un cambriolage, ça reste un crime ou un délit, hein. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose d'autorisé par la loi, hein. Euh, et, euh, et comment dire? L'aspect comédie, euh, pour moi, il ne fonctionne pas. Genre vraiment, tu sens par moments qu'il force en mode et regarde là c'est drôle. Genre par exemple, tu as un comique de répétition où le personnage principal, enfin un des personnages principaux, donc lui, le petit vieux, euh, il prend cher tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, un coup, il se fait claquer, je sais pas, la main dans la portière. À un moment donné, il se fait planter une fourchette dans la cuisse. Puis à un moment donné, il se prend une porte dans la gueule. Tu vois, tu sens qu'ils sont là en mode ah, là, tu dois rigoler. Regarde, c'est le personnage qui prend cher tout le temps. Tu dois rigoler, tu dois rigoler, tu dois rigoler. Et toi, tu es là en mode mhm, c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Franchement, le film est juste affreux. Et le pire, c'est les propos du personnage d'Olympe, féministe horrible. Voilà, on est très proche du féminisme à la Tiffen, pour ceux qui connaissent. Je sais plus comment elle se fait appeler, qui est juste dégueulasse comme meuf. Mais là, on est un peu sur du féminisme comme ça, ou du féminisme à la Greta Gerwig, ou ces choses-là. Tu vois, c'est pas le féministe en mode oui, on veut être égaux et tout. Non, c'est un féministe en mode ah, les hommes, berk, ah, vous êtes des merdes. Et vraiment, et puis elle te le fait vraiment de manière frontale, hein, en mode ouais, vous les hommes, machin, vous êtes que Vraiment, elle arrête pas d'appeler les hommes les couilles ou je sais pas quoi. Enfin bref, tu sens qu'ils ont un côté un peu vulgaire dans le texte parce qu'ils veulent que ça soit drôle, alors qu'en fait, bah, en fait, c'est pas drôle. Parce que quand la meuf, elle est là juste en train de dire oui, en fait, les hommes, vous êtes que des merdes et tout, vous êtes que des couilles, bah, en fait, à quel moment le fait qu'elle dise le mot couille, c'est marrant en fait. À aucun moment, en fait, c'est marrant. Et, genre, à un moment donné, on essaye de te faire comprendre, oui, mais elle a du mal avec les hommes parce que elle a subi une agression par un mec et tout. Donc, c'est pas parce qu'un homme a agressé une femme que tous les hommes sont mauvais. Tout comme bah, il y a des femmes qui agressent des hommes, c'est pas pour ça que les hommes, enfin toutes les femmes sont mauvaises. D'ailleurs, les femmes s'agressent entre elles, les hommes s'agressent entre eux. Alors, pas toujours sexuellement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Euh, et, euh, et là, vraiment, elle est en mode, oui, tous les hommes, vous êtes des merdes et tout. Voilà. Elle parle hyper mal à tous les mecs, même celui qui est déjà dans leur équipe. Enfin bref, elle est insupportable, hein, un des persos les plus insupportables que j'ai vu cette année. Parce que franchement, ce genre de propos, c'est nul. Et tu sens qu'ils veulent essayer de rire avec ça, mais en même temps, le ton du film est tellement sérieux les trois quarts du temps que ben, finalement, bah, ça fonctionne pas en termes de second degré. Et en vrai, c'est juste hyper gênant. C'est gênant de fou. Donc voilà, ouais, non, un des pires films que j'ai vu. En termes de propos politiques, c'est vraiment une catastrophe. Parce que si tu veux faire des films pour l'écologie, comment dire, pour le féminisme, il y a clairement d'autres moyens que ce genre de film. Voilà, il y avait un film avec Michael Youn que j'avais vu qui était beaucoup mieux que ça. Par exemple, pour parler d'écologie, je sais plus comment il s'appelle, mais où en gros, il y a je crois que t'as le réchauffement climatique qui cause des perturbations bah, forcément climatiques et autres euh, en France. Et du coup, Michael Youn et sa famille sont obligés de quitter leur maison, quitter tout, pour aller vers la campagne où ils ont
acheter une propriété, sauf que les gens sur la propriété ne veulent pas partir, donc ils sont obligés de cohabiter, d'apprendre à vivre ensemble. Voilà, et puis il y a plein de choses sur comment vivre, je sais pas, si t'as plus d'électricité, plus de choses comme ça. Et en vrai, je trouve que le film, dont j'ai oublié le nom là, dont je parle avec Michael Youn, fonctionne bien mieux en termes de film qui parle d'écologie que ce film Haut les mains qui est vraiment de la grosse merde. Vraiment. Voilà, franchement, si vous n'avez pas vu ce film, ne le regardez pas parce que pour moi, il n'y a que vraiment des gauchos matrixés qui peuvent regarder ça, hein, parce que sinon, ou des féministes ultra hardcore qui prennent du plaisir à voir des femmes insulter des mecs, parce que sinon, je ne vois pas qui peut prendre du plaisir devant un film pareil. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il est quand même assez mal noté sur Internet et je pense que c'est clairement mérité. Alors ensuite, on a Le Jardinier. Bon, je parlais de Michael Youn, hein, bon, voilà, qui pour moi je crois que c'était l'année dernière qui est sorti son film écologique, qui a été sympa, très sympa, un peu long mais très sympa. Et puis alors là, c'était la chute avec Le Jardinier. Voilà, donc Le Jardinier, dont voici le synopsis. Serge Schuster est un haut fonctionnaire proche du président de la République. Ce père de famille se retrouve au cœur d'un complot et son nom apparaît sur la liste des hommes à abattre. Pour protéger sa femme et ses enfants, il va trouver de l'aide auprès de leur étrange et mystérieux jardinier, un homme nommé Léo. Donc, ce film, alors déjà, un truc que j'ai pas aimé, c'est que déjà... Bon, je viens d'entendre des chats qui sont en train de se battre en bas. Ah bon, oui, bon, ça m'étonne pas. J'entends ma mère parler. C'est encore la femelle et mon chat ne s'entendent pas très bien. Alors, en plus, elle suit mon chat partout dans la maison. Vraiment, elle le quitte pas des yeux. Alors, entre le requin qui fait chier mon chat et quand le requin est mis à part, parce qu'on a une grande maison, donc elle essaye de les séparer. Euh, mais quand c'est pas le requin, c'est la femelle qui suit mon chat partout et des fois elle l'attaque en traite, la salope. Voilà, c'est clairement ce qui vient de se passer. Donc voilà. Donc, le film, comme je disais, oui, par rapport au film d'avant, dont je parlais de Michael Youn, qui est sorti, je crois, l'année dernière, euh, dans le film de l'année dernière, en gros, il jouait un gros richou qui, du coup, à cause des conditions climatiques et de devoir vivre avec les gens de la campagne, bah, allait apprendre un peu l'humilité, tout ça, et voilà. Ici, c'est exactement le même type de personnage, hein, voilà, haut fonctionnaire proche du président, voilà, gros richou dans sa baraque, machin, arrogant, et qui, voilà, va prendre un peu l'humilité en étant sauvé par son jardinier. Bref. Euh, donc le film, en fait, c'est juste ça, en fait, c'est juste des gens, ils veulent venir le tuer, et en fait, bah voilà, il est protégé par le jardinier, et ils essayent de survivre dans la maison comme ça. Voilà. Et le film est très mauvais pour la simple et bonne raison que 80%, voire 90% du casting sont des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Déjà, ça, c'est un énorme problème. Puisque bon, on a Michael Youn, on a Jean-Claude Van Damme, on a quelques acteurs à droite à gauche, mais le reste du casting, ce ne sont que des influenceurs ou des artistes. Alors déjà, on a un rappeur, j'ai oublié le nom, mais tu as un rappeur qui est là, bon, qui fait pas du mauvais taf, mais qui est pas non plus très bon. Tu as plein d'influenceurs, hein, tu as Studio Daniel, tu as Poxy, bon Poxy, elle joue dans pas mal de choses depuis 2-3 ans, donc on sent qu'elle elle fait vraiment une vraie transition internet, cinéma, puisque je l'ai déjà, enfin je l'ai vu dans une série télé qui avait lieu autour comment on appelle ça? Que j'ai envie de dire autour du sexe, mais c'était pas vraiment que du sexe, mais vous savez, quand tu te fais harceler à cause du sexe, enfin bref, je ne me souviens plus comment elle s'appelait la série, mais elle était vraiment très bonne. Puis il y avait trois personnages, donc je crois qu'il y avait deux, trois épisodes sur chacun des personnages et tout pour sensibiliser à ces choses-là.
et Poxy était dans une des trois histoires. Je sais que cette année, elle a joué dans une série télé que j'ai pas encore vue, mais que j'ai prévu de regarder, plus Le Jardinier. Donc elle fait vraiment une vraie transition. Euh, voilà. Si elle a joué aussi, tu sais quoi, dans quoi que je l'ai vu? Oui, c'est dans 11. Donc ouais, ça fera à peu près, à la fin d'année, ça fera 4 choses que j'ai vu Poxy. Donc elle fait une vraie transition. Voilà, elle fait pas la même chose que sur Internet. Et ça, c'est bien, parce que par exemple, Studio Daniel, elle fait un peu ses blagues, enfin, elle joue un peu comme quand elle fait ses blagues sur Internet. Alors, en même temps, on peut pas lui en vouloir, c'est pas son travail. Mais en même temps, voilà, quoi. Et le pire du pire, c'est qu'on a Ragnar le Breton. Et je pense qu'en fonction de quand on a vu le film, on n'a pas la même vision. C'est-à-dire que quand on a Ragnar le Breton, avant le drama où il a tabassé un père de famille, euh, ben, tu peux trouver drôle son personnage, hein, qui fout des baffes à tout va et tout ça. D'ailleurs, dans Ghost, il joue exactement la même chose. Donc, au bout d'un moment, Ragnar le Breton, franchement, si tu vas dans le cinéma juste pour jouer toi-même qui fout hyper narcissique et qui fout des baffes aux gens, arrête le cinéma, hein, parce que bah, c'est pas ça le cinéma. Voilà, Studio Daniel, je sais que elle, c'est pas vraiment son avenir, ce qu'elle a envie de faire plus tard. Alors, je sais qu'elle trouve cool de faire des expériences comme ça, parce qu'elle a déjà parlé en vidéo, mais on sait que voilà, là, elle projette pas de se faire un avenir dans le monde du cinéma. Mais franchement, ceux qui font des apparitions comme ça, parce que ouais, je suis influenceur, et puis que finalement, bah, ils font juste leur truc d'influenceur. Non, non, influenceur, acteur, c'est pas la même chose, hein. Voilà, donc restez à votre place si vous n'êtes pas capable de transitionner correctement de l'un à l'autre. Bref. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que les créations d'influenceurs ou avec beaucoup d'influenceurs sont souvent très mauvais, quoi. Parce que bah, ils savent pas faire la part des choses entre être acteur et être influenceur, youtubeur, streamer, bref. Euh, et le truc, c'est que, pour revenir à Ragnar le Breton, c'est que moi j'ai vu le film après son drama, et du coup, ben, ce côté, ce personnage un peu narcissique, arrogant, qui fout des baffes à tout va, bah, d'un coup, il apparaît beaucoup moins drôle. Une fois qu'il a réellement tabassé un mec, voilà, donc peu importe le contexte, hein, voilà, je sais qu'il y a des gens qui défendent Ragnar le Breton, mais peu importe le contexte, tabasser quelqu'un au point qu'il ait je crois une dizaine de jours sans pouvoir travailler, non, tu peux pas défendre quelqu'un, surtout qu'en plus, Ragnar est déjà en défaut en premier, on les lance s'installer contre une voiture qui n'est pas la sienne. Bon, l'autre, soit il a très mal réagi, comme le dit Ragnar, soit il n'a pas très mal réagi, comme il semble dire. Et bon, après, qui c'est qu'on doit croire? Ça, on ne sait pas. Et dans les deux cas, ça ne justifiait pas de tabasser quelqu'un. Bref, donc moi, Ragnar le Breton, euh, c'est pas quelqu'un que je tiens dans mon cœur. En plus, sa défense, en mode oui, moi, quand on m'agresse, voilà, je me défends comme un homme, donc voilà, je tabasse les mecs. À quel moment agir comme un homme, c'est tabasser des gens. La violence, ce n'est pas agir comme un homme. C'est agir comme un crétin pour être gentil. Bref. Voilà, donc il y a plein de choses dans ce film qui font que ça ne va pas. Le fait qu'il y ait quasiment pas d'acteurs, mais vraiment, t'as pas grand monde dans le film et t'as quasiment la moitié, c'est des influenceurs ou des artistes, mais pas des acteurs. Le scénario qui est pas incroyable. Voilà, même Jean-Claude Van Damme, voilà, je trouve qu'il en a un peu perdu en termes du côté action et tout. Donc voilà, film vraiment très 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 moyen. Ensuite, on a Lilo et Stitch, le live action, dans le synopsis, histoire. Tiens, j'ai oublié ma tasse. Histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. Bon, le film est sympa, c'est à peu près la même chose, hein, que le dessin animé. Alors moi, j'ai pas, parce que j'ai vu des critiques sur en mode ah oui, mais machin a été oublié, machin a été nanana, machin un truc. Alors moi, j'ai vu une fois le dessin animé il y a 6 ans.
parce que c'était à l'époque où je fréquentais certaines personnes qui étaient hyper fans, donc c'est pour ça que je me souviens que c'était il y a 6 ans, parce que bah, je les ai fréquentés que cette année-là, donc voilà. Euh, et puis bon, bah voilà, j'ai regardé le live action. Mon avis, que ce soit sur le dessin animé ou sur ce film, c'est en fait c'est con parce que c'est exactement le même avis. C'est que le film est sympa, mais Lilo, je la déteste. Vraiment, Lilo est insupportable, le personnage est insupportable. T'as envie de le claquer toutes les 5 minutes. Je me demande même si elle n'est pas plus insupportable dans le live action que dans le dessin animé. Voilà, le genre de personnage comme ça, voilà, qui... Bon, après, encore une fois, c'est qu'un enfant, machin. Mais bon, moi, le perso, à chaque fois, il me saoule, hein. Franchement, je déteste Lilo. Voilà, qui est plus le personnage qui fout la merde plus qu'autre chose parmi les principaux. Après, j'aime beaucoup Stitch, dans le sens où Stitch, tu vois, c'est une créature qui n'a pas d'éducation, qui n'a rien, et qui va tout découvrir au contact des humains, et surtout aux côtés de Lilo et Nani. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai pas eu les mêmes émotions que dans le dessin animé. C'est-à-dire que dans le dessin animé, t'as une scène à un moment donné où il comprend, je sais plus comment ça se passe, je crois qu'il comprend qu'il fout la merde dans la famille ou un truc comme ça, et puis du coup il s'isole et tout. Et t'as une scène en mode, voilà, où il repart un peu en solitaire, très triste et tout. Et j'avoue que dans le dessin animé, ça m'avait touché, j'avais presque les larmes aux yeux. Alors que là, dans le live action, j'ai pas du tout ressenti ça. Et c'est très dommage. Donc voilà, moi, je trouve que le film, il est potable, il n'a pas spécialement d'intérêt, puisqu'il reprend énormément le dessin animé. Mais je pense que le dessin animé reste quand même supérieur à ce film. Il reste sympa, mais voilà, c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film, hein, parce que bon bah voilà, c'est la même chose que le dessin animé, mais en un peu moins bien. Voilà, et puis mais mon ressenti est le même. Voilà, Lilo insupportable, Stitch plutôt agréable, une nanny qui, qui doit subir les conneries de sa fille, enfin de sa fille, de sa sœur. Bref, voilà, un film qui se regarde. Voilà, ça se regarde. Ensuite, on a Peter Pan Neverlands. Alors, normalement, c'était Peter Pan et le S était normalement sur le Pan. J'ai fait une petite erreur. Neverland Nightmare, donc adaptation horrifique de l'œuvre de James Matthew Barry. Alors, c'est un film, en plus, je l'ai vraiment, j'ai l'impression que tout était fait pour que je passe un mauvais moment. Parce que j'ai regardé ce film pendant que je faisais le ménage pour préparer mon état des lieux. Voilà. Et c'est vrai que le film, eh ben voilà, comme Winnie l'ourson, comme Steamboat. D'ailleurs, en plus, je crois que juste après Peter Pan, c'est Popeye. Voilà, donc on est sur cette gamme-là, hein. En plus, j'ai vu que Bambi était enfin sorti, donc forcément, on va aussi se mater Bambi. Quand même, dans la même année, hein, on aura quand même eu Steamboat, Peter Pan, Bambi et Popeye, et quand même quatre, quatre films sur des personnages de l'enfance de plein de gens, parce que moi Popeye j'ai jamais vraiment vu, mais voilà quand même quatre personnages de nos enfances, voilà, tournés en mode horreur. Enfin si, il y a Cendrillon aussi avec, non si c'est Cendrillon, The Ugly Stepsister que j'ai pas encore vu, donc ça en fait 5. Bref. Donc voilà. Alors Peter Pan Neverland Nightmare, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte juste l'histoire de Peter Pan qui enlève des gens pour les envoyer dans le monde des rêves. Voilà, c'est juste ça le film. Voilà. Donc en fait, tu suis un enfant qui a été kidnappé par Peter Pan, sa famille et tout ça qui essaye de retrouver le gamin. Bien sûr, le personnage qui essaye le plus de le retrouver, c'est Wendy, de logique. Donc voilà. Et du coup, on retrouve aussi la fée Clochette qui, dedans, est une droguée asservie par Peter Pan. Voilà. Et Peter Pan, qui, bah, lui, tout ce qu'il fait, c'est kidnapper des gamins
Alors on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il veut les envoyer au pays des merveilles. Parce que t'as l'impression qu'il y a des gamins, en fait t'as des gamins qui le tuent, t'as des gamins qui le kidnappent, t'as des gamins qui gardent séquestrés, notamment le capitaine Crochet est un enfant kidnappé et séquestré par Peter Pan. Et du coup, tu sais pas trop ce qu'il veut faire du personnage principal, tu sais pas trop s'il veut le tuer, si voilà, moi de ce que j'ai compris, il voulait en faire le nouveau Peter Pan, parce que bah, lui-même pense qu'il est mourant ou je ne sais quoi. Enfin, on n'a pas tout compris de ce qui se passe. Bref, le film est pas ouf, hein, voilà, le film est vraiment pas ouf. Parce qu'on peut trouver du divertissement dans ces films-là, honnêtement. Screamboat, moi j'avais trouvé un peu amusant, et voilà. Bah alors celui-ci, franchement, il est plus au niveau d'un Winnie l'ourson que d'un film assez divertissant. Voilà. Parce qu'il n'y a même pas vraiment d'humour ou de choses comme ça. Parce qu'au moins, par exemple, dans Screamboat, tu avais quand même un petit côté comédie horrifique qui fait que bah, du coup, tu passes un meilleur moment devant le film. Tu sais qu'il est nul, mais au moins tu t'amuses un peu. Mais quand tu fais des films comme ça et que tu te prends trop au sérieux, je trouve que ça marche beaucoup moins bien. En tout cas, c'est mon avis personnel. On va tout de suite passer à Popeye's Revenge. Donc, la légende de Popeye hante un groupe de jeunes alors qu'ils envisagent d'ouvrir un camp d'été. Donc voilà. On est dans la même continuité, hein. Donc, par contre, Popeye, j'ai beaucoup aimé la scène d'intro. Il y avait un peu une scène d'intro un peu animée et tout pour raconter l'enfance de Popeye et tout ça. Bon, t'as clairement l'impression d'être dans un Vendredi 13, hein. C'est ça, Vendredi 13 là, avec Freddy? Non, pas Freddy, Jason, dans le camp d'été là. Moi, t'as l'impression d'être dans ce genre de conneries avec le personnage qui sort de l'eau. Enfin, lui, il sort pas vraiment de l'eau, mais bref, on est à côté d'un lac pour un camp d'été, vous comprenez le délire quoi. Et en gros, bah, en fait, le film, c'est juste ça, en fait, un groupe de jeunes qui viennent sur la propriété de Popeye, parce ils l'ont racheté, et qui vont du coup essayer de retaper la baraque, voilà, pour en faire quelque chose de nouveau, et tout. Alors d'ailleurs, le casting est un peu particulier, parce que là où dans Le Jardinier, on a un casting avec, euh, avec comment dire, des influenceurs et un chanteur, ici, on a la scène d'intro avec carrément une actrice pornographique. Voilà, alors bien sûr, enfin, j'allais dire bien sûr, qui ne fait pas de porno, alors qu'en fait, si elle a clairement une scène de cul, la meuf, elle vient, fait même pas 5 minutes de film, et en plus, c'est pour finir à crever sur une scène de cul. Tu te dis, bon, la pauvre, et tu te dis, elle a peut-être envie de faire un changement de carrière, un peu comme Poxy, hein, qui passe un peu moins d'Internet, un changement de carrière vers le cinéma. Il y a un vrai changement de carrière, hein, pas comme les autres, qui font que ce qu'ils font sur Internet à travers le cinéma. Mais là, tu vois, tu dis peut-être que la meuf elle avait envie tu vois, de commencer à transitionner du X au vrai cinéma. En France, on a déjà des actrices X hein, qui font ça. On a eu Katsuni qui ensuite a joué dans la saison 4 du Histoire du futur. On avait une actrice, je sais même pas comment elle s'appelle, qui a joué dans Girl with Ball. Euh, on a Clara Morgan qui après ses trucs porno s'est mis à faire la présentatrice, à faire animatrice télé et tout ça. Donc il y a des reconversions pour ces gens-là, mais bon, je trouve ça un peu dommage de te dire, bon, tu as peut-être une actrice qui essaie de se reconvertir, de faire quelque chose de différent, quelque chose de mieux que du porno, et que bah, au final, l'une des rares scènes qu'elle a, bah, c'est à faire du porno, quoi. Bon, bien sûr, pas comme sur Internet, mais vous avez compris l'idée, quoi. Donc déjà, ça commence mal. Bon, sur le reste du casting, c'est pas totalement mieux. À un moment donné, t'as une meuf avec quasiment à moitié à poil pendant au moins 5 10 minutes. Quand elle se fait buter, t'as carrément Popeye qui a la main sur sa poitrine et tout. Enfin bref, t'as des scènes qui sont un peu particulières, quoi. Mais voilà. Après, ce qui est un peu particulier, c'est que le film, tu comprends pas trop si Popeye existe ou pas, puisqu'en gros, tu as sa sœur. Alors, est-ce que Popeye a vraiment une sœur? J'en sais rien, mais tu as sa sœur qui essaye de le venger. Tu as Popeye qui tue les gens uniquement quand le brouillard et la nuit sont là.
Donc, je sais pas trop si c'est vraiment Popeye ou si c'est une sorte de fantôme de Popeye. Bref, tu comprends pas trop les choses. Bref, si c'est le brouillard qui le ramène à la vie, enfin, sous une forme physique. Et encore, si c'est ça, pourquoi? En fait, pourquoi le brouillard peut ramener Popeye à la vie? Enfin, bref, et pas les autres gens qui sont morts. Enfin, le film est très bizarre. Il n'est pas ouf. Bon, au moins celui-ci, il se donne un petit côté comédie horrifique. Il se prend pas au sérieux. Mais voilà, hein, comme les autres de la gamme, hein, c'est pas non plus une dinguerie. Après, je suis très curieux de voir ce que va donner Bambi, parce que, à mon avis, ça va être une dinguerie aussi. Quoique, The Ugly Stepsister, j'ai hâte de voir le pétage de câble de Cendrillon. Ça peut être très drôle aussi. Donc voilà. On va passer à quelque chose de différent avec Predator Killer of Killers. Donc il met en scène trois des guerriers à trois époques différentes. C'est plusieurs guerriers de l'histoire de l'humanité qui vont devoir affronter des prédateurs. Une viking, une pillarde qui guide son fils, son jeune fils, dans une sanglante quête de vengeance. Bon, déjà, les vikings, c'est pas tous des pillards à la base, hein, c'était quand même des commerçants, faut pas oublier ça. Bref, le pillage est arrivé plus quand les négociations fonctionnaient pas toujours très bien. Mais voilà. Un ninja du Japon féodal qui se retourne contre son frère samouraï dans une lutte acharnée pour sa succession. Et un pilote durant la Seconde Guerre mondiale qui s'envole pour enquêter sur une menace surnaturelle pesant sur les Alliés. Voilà. Donc le film en lui-même est plutôt sympa. L'animation est très cool. Les scènes de baston contre les Predators sont très cool, en sachant que chaque Predator a plus ou moins une capacité différente. Voilà, chacun aussi des capacités différentes. Et c'est plutôt sympa. Honnêtement, voilà. Après, le film est découpé en quatre chapitres, donc ça, faut aimer cette sorte de découpage, puisqu'en gros, tu as le premier chapitre avec la femme viking, ensuite tu as le deuxième chapitre avec le ninja, le troisième chapitre avec le mec de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite tu as le quatrième chapitre où, en fait, même si tous les trois ont réussi à tuer un prédateur, ils sont quand même faits prisonniers, déposés sur une planète de prédateurs, et en fait, dans une arène, ils doivent se combattre, et celui qui gagnera aura la chance d'affronter le roi, l'empereur des prédateurs. Voilà. Et bien entendu, les choses vont se passer pas comme les prédateurs l'auraient souhaité. Donc voilà. En vrai, le film est pas mal. Après, son découpage peut déplaire ou pas. Ça dépend des gens. L'animation est très cool. Moi, mon seul problème que j'ai, c'est que de ce que j'ai compris, ce que j'ai jamais vu de film Predator ou quoi que ce soit, mais de ce que j'ai compris, techniquement, les Predators sont quand même des créatures ultra balèzes et tout ça. Et là, tu te dis comment des créatures aussi balèzes peuvent se faire zigouiller à chaque fois par un seul humain, quasiment. Tu te dis, c'est chaud, quoi. Aussi intelligent que t'as quand même une créature qui a quand même des gadgets ultra puissants, qui peut devenir invisible, machin. Enfin, je veux dire, comment tu peux survivre contre une créature pareille, quoi. Moi, c'est un peu mon seul hic du film, quoi. Surtout que, si, un deuxième hic, c'est quand même très souvent, euh, les mecs se font. En fait, tu les vois combattre un Predator, ils survivent, et puis d'un coup, tu les vois dans un vaisseau prisonnier. Et tu te dis, mais en fait, à quel moment ils ont été faits prisonniers? Parce que bah, ça, du coup, on ne le sait pas. D'ailleurs, autre question, c'est comment ça se fait que la viking et le ninja, ils arrivent à communiquer? Parce que le japonais et le vieux norrois, c'est clairement pas les mêmes langues. Voilà. Après, je sais pas comment se décline le japonais. Je sais que le finnois et le coréen adaptent les mêmes règles d'écriture. Après, est-ce que c'est pareil avec le japonais? Je sais pas. Mais tu dis, dans tous les cas, bah, les Finlandais, ce ne sont pas des Vikings. Il y en a quelques-uns qui ont fait partie des Varegs, qui est un peu le même système, mais en allant à l'est. Mais voilà. Donc là, tu as vraiment des moments où la Viking et le ninja, ils discutent tranquillement, et tu dis, mais comment? Déjà, ils viennent pas de la même époque.
ils sont pas censés parler la même langue. C'est chelou. Surtout que si la viking avait été jusqu'au Japon et après parlé japonais, bah du coup ce ne serait pas une viking mais une vareg. Bref, il y a vraiment, il y a des choses qui ne vont pas, mais de manière générale, je trouve que le film est un... oups, j'ai fait une bêtise. De manière générale, je trouve que le film reste quand même un bon divertissement. C'est bon, on y est revenu. Euh, Comme je disais, de manière générale, je trouve que c'est un bon divertissement. Mais à voir ce qu'en pensent les fans de Predator. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des fans de Predator dans le coin. Ensuite, il y a le film Red Sonja. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier film que j'ai vu avant de faire cette vidéo. Euh, mais je pense que oui. Soit c'est lui, soit c'est The Naked Gun ou Haut les mains. Non, j'ai dû voir ce film-là après Haut les mains. Bref. Donc, totalement sous la coupe d'un tyran maléfique qui souhaite détruire ses proches, la chasseresse Barbara Red Sonja doit former un groupe de guerriers improbables pour affronter Dragan et sa dangereuse épouse Anissa. Film que personnellement, moi j'ai bien aimé. J'ai vu que les notes concernant ce film étaient plutôt catastrophiques. Euh, et en vrai, alors je peux comprendre parce que le film a quand même des longueurs. Euh, et surtout parce qu'il y a aussi un côté où aujourd'hui, on ne fait plus de fantaisie comme ça, enfin de films de ce type-là. C'est-à-dire que à l'époque, on envoyait beaucoup de programmes comme Red Sonja, tu vois, des trucs comme Conan le Barbare, des trucs comme bah, la série télé des Legend of the Seeker, comme comment elle s'appelle, merde, dans la série. Oh putain, dans la série australienne là, merde la meuf, comment elle s'appelle sa série? Ah putain, ça va pas me revenir. Ah, ça va pas me revenir. Mais ce genre de film, bref, t'as aussi les rois scorpions, les donjons et dragons. Bref, quand on regarde un Red Sonja, on est vraiment dans ce genre d'ADN. Vraiment de films un peu fantastiques, voilà, avec un personnage qui se rebelle dans un monde fantastique contre une sorte de tyrannie et tout ça. Donc c'est un truc un peu classique, ça faut se l'avouer. Les effets spéciaux sont pas toujours très bien faits. À un moment donné, quand ils sont dans l'arène, ils vont libérer un cyclope qui va détruire les loges. Et c'est vrai que bon, en termes d'animation, c'est pas toujours très très bien fait, ça faut se l'avouer. Mais en termes de film en lui-même, c'est pas mauvais, je trouve, hein. On suit l'évolution d'un personnage, voilà, qui essaye de survivre, qui finit esclave à combattre dans une arène, à du coup sorte de un peu comme dans Underworld 3, sauf que bon, dans Underworld, Lucien lui est né esclave, hein, il n'est pas capturé pour le devenir, lui, voilà. Mais puis il combat pas dans une arène, mais bon, vous avez compris un peu le délire de l'esclave qui après se retourne contre ses maîtres, quoi. Bref. Et du coup, voilà, elle réunit des gens, ils se retournent, voilà, elle prend une des culottées, puis elle revient plus forte plus tard. Bref, le film est vraiment, moi je trouve qu'il est vraiment bon, parce que ça me rappelle vraiment mes souvenirs de quand je regardais Le Roi Scorpion, quand je regardais Legend of the Seeker, de quand je regardais comment ça s'appelle, les Donjons et Dragons, de quand je regardais Conan le Barbare, de toutes ces conneries du genre. Et, euh, Franchement, pour moi, c'est pas mal. Et aujourd'hui, comme on ne fait plus de films comme ça, hein, regardez des films fantastiques ou même des séries télé fantastiques de ce genre-là, ça n'existe quasiment plus. Alors vous me direz, oui, il y a Game of Thrones et tout. Oui, alors il y a Game of Thrones, effectivement, il y a House of the Dragon, on a les Anneaux de pouvoir, mais bon, les Anneaux de pouvoir qui n'a pas une grande popularité. On a une tentative avec la sorte de série là autour
de Merlin et tout, je sais plus comment elle s'appelait, que personnellement moi j'avais trouvé plutôt sympa, mais qui n'a jamais eu de suite sur Netflix, il y a à peu près 5-6 ans, parce que je crois que je l'ai vu quand j'étais en coloc. Euh, voilà, on a des tentatives, on a quand même des petits trucs, mais c'est vrai que de manière générale, ben, la majorité des films ou des séries qu'on voit à la télé, ben, la grande majorité, ce sont des comédies, ce sont des drames, ce sont des trucs policiers. Et bah, du coup, c'est vrai que ce genre de truc un peu fantaisiste, eh ben, c'est vrai que ça n'existe quasiment plus. Et je me demande si ça n'a pas aussi joué sur la note, parce que les gens ne sont plus habitués à ce genre de création. En plus, c'est une adaptation d'un personnage alors, qui a été créé dans des nouvelles, puis ensuite a été adapté en comics par Marvel et une autre entreprise, puis bah, ensuite est devenu un film. Voilà. En plus, l'actrice principale, Mathilda Lutz, moi je l'aime beaucoup, c'est une très bonne actrice. Voilà. Après, il y a des gens connus, hein. Je parlais d'Underworld 3, justement, tu as Rona Mitra qui jouait Sonia, justement, dans, euh, dans Underworld 3, qui ici apparaît un peu comme un personnage qui va un petit peu donner des conseils à Sonia pendant une partie du film. Bref. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Si vous aimez bien un peu l'heroic fantasy, vous devriez passer un bon moment. Alors faites pas trop attention aux effets spéciaux, parce qu'effectivement, les effets spéciaux sont pas excellents. Mais dans le reste, moi, je trouve que c'est bien. J'ai passé un très bon moment. Euh, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film. Voilà. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il a une note aussi basse sur Internet. Mais bon, après, chacun a ses goûts et ses couleurs. Mais moi, je pense que ça vient en partie du fait que l'Heroic Fantasy, on n'en fait quasiment plus aujourd'hui, voire plus du tout. Voilà. Parce que même si on parle de Game of Thrones et tout, c'est vrai que c'est pas de l'Heroic Fantasy, c'est juste de la fantasy. Bref. Oula, pourquoi tu es parti aussi loin? Ensuite, on a Souviens-toi l'été dernier. Donc, le 4 juillet 2024, à Southport, 5 amis causent involontairement un accident de voiture mortel. Ils décident de dissimuler leur implication et concluent un pacte pour garder le secret plutôt que de faire face aux conséquences de ce terrible événement. Un an plus tard, leur passé revient les hanter. Ils sont confrontés à une terrible vérité. Quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier et est déterminé à se venger. Traqués un par un mystérieux tueur, ils découvrent que cela s'est produit auparavant et se tournent vers deux survivants du terrible massacre de Southport de 1997 dans l'espoir d'obtenir leur aide. Alors, déjà, je vais être honnête, moi je ne suis pas un grand fan des Souviens-toi l'été dernier. Le premier, je l'ai vu, j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas non plus été un fan absolu comme je peux être un fan absolu de Scream. Bref. Mais le premier, encore une fois, était quand même plutôt sympa. Euh, Après, je trouve que ça tournait un peu en rond avec les suites, qui fonctionnaient un peu moins bien que Scream. Là où Scream, t'as un peu ce délire chez les tueurs, voilà, de vouloir absolument être ceux qui réussiront à tuer les survivants, euh, parmi d'autres victimes qui font. Et voilà, comme il y avait eu notamment dans le Scream 5, je crois, euh, où ils vont carrément en tuer un des héros de la saga, voilà, et puis qui vont être en mode oh putain, nous on a réussi, on est incroyable quoi. Là, il y a moins ce côté-là, parce que bah déjà, je sais même pas, je sais même plus ce qui se passe dans l'été dernier 2. Voilà. Pourquoi est-ce que quelqu'un revient les attaquer? J'en ai aucune idée. Enfin bref, j'ai jamais été trop, voilà, trop fan de cette saga. Le premier film est sympa, mais voilà. Celui-ci, franchement, il est pas ouf, mais vraiment pas ouf. Avant que je le voie, je vais tout le monde sur internet en train de dire ouais, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je me dis bon, quand même pas. Et en fait, si, si. Le film est vraiment mauvais. Déjà un peu, il essaye de copier un peu Scream avec ce côté ouais, on va faire revenir les anciens. Sauf que l'avantage de Scream, c'est qu'en fait, les anciens n'ont jamais vraiment quitté le casting. Donc déjà, il y a cette différence-là. Mais voilà, ils ont ramené leurs anciens, même un personnage qui est décédé mais qui apparaît dans le rêve du personnage principal. Et voilà. Donc voilà.
Ensuite, les personnages font exactement la même connerie que les personnages d'il y a 17 ans. Là, toi, il disait combien? Enfin, de 1997. Donc tu te dis, ouais, bof, enfin, je vais dire 17 ans, non, plutôt, euh, attends, une vingtaine d'années en fait, même. Bref, 27 ans. J'ai oublié 10 ans dans le lot. Bref. Et, euh, et le truc, c'est que bah, du coup, dans le film, il n'y a rien qui va. Déjà, le personnage qui ressemble le plus à une Final Girl n'est pas la Final Girl, hein. La Final Girl est une meuf un peu arrogante, un peu connasse, quoi. Donc déjà, tu te dis, bon, déjà, pourquoi ce choix de Final Girl? On ramène des anciens qui servent pas. Alors, il y en a une qui sert juste à donner quelques conseils et tout. Et l'autre, bah, qui finalement, c'est juste, bon, bah, moi j'ai survécu 2 fois. Je suis encore un peu pas bien de ce que j'ai vécu, donc bah, je vais me mettre à tuer des gens. Ok. Vraiment nul. Euh, la plupart des victimes, ça c'est un truc qui m'a agacé au début du film, c'est que quand le film commence, les premières victimes ne sont pas en lien avec, enfin, ils sont en lien, mais ils sont en lien éloigné avec bah, la personne qui est morte dans l'accident de voiture. C'est-à-dire qu'une personne est morte dans l'accident de voiture, quelqu'un vient venger cette personne qui est morte. Je veux dire, tu viens de venger, tu tues les gens qui ont causé la mort de la personne que tu veux venger. À quel moment, ben, ton idée, c'est juste, bon, ben, on va tuer des gens qui n'ont rien fait, qui ne sont pas coupables. Genre, il y a une des meufs qui se marie, bah, il tue son mari. Il y a une meuf qui vient juste pour parler de Southport en mode un peu reportage, true crime et tout, paf, elle se fait buter alors qu'elle n'était même pas là l'année d'avant. Bref. Et tu te dis, ça, c'est un truc, moi, qui m'a saoulé. C'est ouais, c'est ce côté, vraiment, les victimes ont, les premières ont aucun lien avec le truc. Et après, c'est une boucherie, et heureusement qu'au bout d'un moment, ça va dans le bon sens, quoi. Mais voilà. Et un truc qui m'a agacé un peu à la fin, c'est que à la fin, tous les mecs sont morts et toutes les femmes restent en vie. Et ça n'est pas une blague. Ça n'est pas une blague. Vraiment, je crois que tu as une seule femme qui meurt dans le film. Toutes les autres restent en vie. T'en as même une qui se fait ouvrir le ventre. Que dalle, elle est toujours en vie à la fin. Bien sûr, parmi les tueurs, parce qu'ils sont plusieurs, il y a une femme, elle est encore en vie à la fin. Par contre, dans les tueurs, il y avait un homme, lui, il est bien mort, hein. Voilà. Tous les autres hommes, hein, voilà, eux, ils sont tous morts. Tous, hein. J'ai même l'impression qu'ils ont tué quasiment tous les hommes du casting. Mais par contre, les femmes, non, il n'y a que elles qui sont en vie à la fin. Et tu te dis, quoi? Pourquoi? Enfin, encore que la Final Girl, elle gagne, enfin, elle survive. Ok. Et pourquoi absolument les 3 femmes principales, en fait? Bref. Vraiment, je comprends que les gens n'aient pas aimé ce film. Ensuite, on a Superman. Donc Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux 4 coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à 4 pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? Voilà. Donc, film qui, contrairement à beaucoup de gens, moi je l'ai bien aimé. Voilà, je le dis, je l'ai bien aimé. Parce que je l'ai vu prendre très cher sur Internet, mais très cher pour des raisons que je trouve stupides. Déjà, la première, c'est que déjà, il prend cher par les fans des 4 Fantastiques. Et de Marvel en général, qui sont là en mode oui, les 4 Fantastiques, c'est mieux que Superman, machin. Bon, déjà, ça n'a rien à voir, on s'en bat les couilles. Voilà. Pourtant, je suis plus fan de Marvel que de DC en termes de comics, et même en termes de films et séries. Mais ceux qui réagissent comme ça, juste allez vous faire enculer, quoi. Au bout d'un moment, voilà.
Ça fait déjà des années que cette guéguerre insupportable existe, et peut-être temps d'y mettre fin, hein, en sachant que, comme on le voit, en fait, il n'y a que les fans qui créent cette guerre entre les deux entreprises. C'est incroyable, hein, parce que quand on regarde dans les faits, côté cinéma, bah, il y a du mélange des deux côtés, en termes de réalisateurs, d'acteurs, de machin et tout. Côté comics, bah, c'est pareil, t'as des artistes, des scénaristes, des dessinateurs ou je ne sais quoi, qui ont travaillé chez Marvel, puis qui ont travaillé chez DC, machin. Vraiment, le seul endroit où il y a de la haine et une rivalité pour les entreprises, c'est chez les fans. Ailleurs que chez les fans, elle n'existe pas. C'est juste insupportable. Et autre problème, c'est ceux qui comparent ce Superman-là à Superman de Zack Snyder. Encore une fois, c'est un nouveau réalisateur, c'est un nouveau DCU, c'est une autre façon, hein. On sait que James Gunn et Zack Snyder n'ont pas du tout la même vision du cinéma, donc c'est une nouvelle façon de faire du cinéma. Donc au bout d'un moment, comparer le Superman de James Gunn et le Superman de Zack Snyder, c'est complètement stupide en fait. C'est une nouvelle version de Superman, donc c'est même pas comparable. Et je ne dis pas que celui-ci est meilleur que celui de Zack Snyder. Je dis juste que ce sont des Superman qui ne sont pas comparables. Voilà, on avait plus d'un côté un Superman plutôt déifié et tout ça, et ici un Superman très humanisé. C'est même pas la même façon de vouloir partager Superman dans les deux films, quoi. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je l'ai plutôt bien aimé. Voilà, c'était plutôt sympa. Donc dans ce film, on a, comme on l'a dit, Lex Luthor qui va manipuler un peu l'opinion publique pour faire en sorte que Superman devienne déchu auprès de l'humanité. Et Superman va devoir remonter la pente et prouver voilà, qu'il n'est pas le danger que les humains perçoivent en lui à cause de Lex Luthor, qui lui va vraiment causer un vrai gros problème avec la faille là. Euh, donc voilà. Les personnages sont plutôt cool, la Justice Gang est plutôt sympa, hein, je crois que c'est Mister Terrific qui est vraiment très cool, hein. D'ailleurs Mister Terrific, ancien acteur de chez Marvel, enfin voilà, parce qu'il jouait dans les X-Men, bah, Lex Luthor aussi d'ailleurs, ils ont joué tous les deux dans un film en commun, dans X-Men Le Commencement, puisqu'on avait le Fauve et celui qui joue Mister Terrific, je me souviens plus du nom de son personnage, enfin bref. Euh, Après, dans la Justice Gang, on a Nathan Fillion hein, qui devait jouer dans les Gardiens de la Galaxie, que finalement on a. Enfin, si, il l'a joué, mais tout le monde voulait qu'il joue Nova, et finalement il n'a pas joué Nova, donc on retrouve Nathan Fillion qui a aussi joué chez Marvel. Donc, comme quoi, hein, la petite guéguerre complètement stupide. Euh, et du coup, la Justice Gang est plutôt sympa. On sent que, tu vois, avec Superman, c'est en mode, bon, on se respecte, mais on s'aime pas plus que ça. Bon, on a Hawk Girl, interprétée par Isabella Merced, qui en 5 minutes de film, parce qu'on la voit pas tant que ça, fait beaucoup mieux et beaucoup plus intelligemment que son personnage dans The Last of Us qu'on se tape pendant 7 heures, 7-8 heures. Bref. Bon, j'exagère quand je dis 7-8 heures, hein. Elle n'est pas non plus là toutes les minutes. Mais voilà. Euh, Ensuite, tout ce qui est côté méchant, Lex Luthor, il est incroyable. Mais Nicholas Hoult, c'est vraiment un acteur sous-coté. Ce mec, il est incroyable de chez incroyable. Je l'ai vu dans tellement de trucs. Alors oui, il y a des trucs où il s'était complètement cassé la gueule, comme Jack et le chasseur de géants. Ça, ouais, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. Ça, je l'avoue. Les X-Men, c'était pas incroyable non plus, mais il était déjà quand même plutôt bon dedans. Dans The Great, il est fantastique, en sorte d'empereur et tout, là, complètement taré, il est incroyable. Enfin, plutôt de tsar, hein, puisqu'on est en Russie, dans The Great. Là, en Lex Luthor, en méchant, waouh, il est incroyable. Et franchement, ce mec, mais il faut lui donner plus de grands rôles, hein, parce que, alors oui, il n'a pas un physique à la DiCaprio ou je ne sais quoi, mais merde, il joue tellement bien que je veux le voir plus dans des très gros rôles, hein. Franchement, ce serait incroyable, hein.
Donc voilà, Lex Luthor, vraiment, je crois que c'est peut-être le meilleur Lex Luthor que j'ai vu pour l'instant. Et pourtant, j'étais quand même très attaché à celui de Smallville avec lequel j'ai grandi quand j'étais gamin. Donc voilà. Le Superman, moi j'ai bien aimé, hein, Superman très très cool. Euh, moi j'ai bien aimé son côté un peu humain, faillible et tout ça. Moi j'ai pas trouvé que ce soit quelque chose de problématique. Voilà, j'ai passé des très bons moments. En fait, je me suis beaucoup ennuyé dans ce film. Alors après, vous allez me dire, moi j'aime bien les films de James Gunn. Voilà, j'ai beaucoup aimé son Suicide Squad. Les Gardiens de la Galaxie, pour moi, c'est une des meilleures trilogies de chez Disney Marvel ou même, enfin, même juste du MCU, hein. Pour moi, c'est la meilleure trilogie. Donc, c'est vrai que moi, je suis déjà fan, plus ou moins, du type de film que fait James Gunn avec les super-héros. Donc, effectivement, il y a un peu un côté où bah, je ne suis pas le plus objectif, mais de toute façon, l'objectivité, ça n'existe pas vraiment, hein. Voilà. Et du coup, ben voilà. Moi, ça fait que j'en ai passé un très bon moment. J'attends avec impatience Supergirl, hein. D'ailleurs, j'ai regardé la série Siren pour voir ce que valait l'acting de Millie Alcock, parce que juste la petite scène où on l'a vue, je me suis dit, waouh, elle est magnifique. Le costume, il lui va tellement bien. Mais je me suis dit, après, est-ce qu'elle a le talent pour être l'héroïne d'un film? Et en vrai, c'est une très bonne actrice, Millie Alcock, donc, parce que j'ai jamais vu House of the Dragon. Donc je dis ouais en fait j'ai encore plus hâte de la voir en Supergirl parce qu'à mon avis elle va tout déchirer. Bref, donc un film, moi où j'ai passé un bon moment avec des bonnes scènes d'action, que ce soit contre des créatures, contre le stand de clones, enfin bref, il y a plein de choses. Voilà, et moi je me suis bien éclaté devant ce film-là. Voilà. Le chien, il n'est pas trop dérangeant parce qu'il n'est pas tout le temps là. Voilà, il intervient à certains moments, mais il ne sera pas tout le temps là, puisqu'au final, on découvre que le chien, il appartient alors, je crois que je sais plus comment elle s'appelle, la cousine, c'est Cara, un truc comme ça. Donc, c'est elle qui repart avec le chien. D'ailleurs, quand on voit son comportement, on nous fait, bah voilà, pourquoi le chien, il est comme ça, voilà, parce que la maîtresse, elle est complètement tarée aussi. Donc, ça donne envie de voir la suite. Voilà. Après, dans les comics, je n'ai aucune idée à qui appartient le chien. Voilà. Donc voilà. Donc, on va pouvoir passer au suivant. On s'approche de la fin. The Naked Gun, alors que j'ai vu hier au moment où j'enregistre. Donc Frank Drebin Jr., fils de Frank Drebin, et lieutenant du LAPD, élimine à lui seul une bande de braqueurs de banque. À son insu, il s'agissait d'une diversion pour voler un gadget appelé Plot Device dans un coffre-fort. Frank enquête ensuite sur l'accident mortel de l'ingénieur logiciel Simon Davenport. Et ce film, bah du coup, c'est à nouveau une comédie policière comme Almost Cop. Sauf que déjà, tu n'as pas ce truc de connard de wokiste, hein. Donc tu n'as pas ce côté les noirs, les femmes sont trop cool et surtout les hommes blancs sont des enculés. Donc déjà, ça donne des points en plus comparé à Almost Cop sur ce film. Et surtout, j'ai rigolé en fait. En plus, c'est très con parce que j'ai été en train de bosser en médiathèque pour être dans un endroit plus stable pour travailler. Et vraiment, il y avait des moments où j'avais envie de rigoler. Je me suis dit, putain, je suis dans un endroit où il faut pas faire de bruit, retiens-toi. Parce que vraiment, il y a des scènes qui sont très drôles. Alors après, faut être dans le délire de ce genre de comédie-là. Parce que c'est vraiment le genre de comédie où, bah, limite parodique, hein. Franchement, tu regardes The Naked Gun, tu regardes des parodies. Euh, alors, j'ai plus les noms en tête. Je crois qu'il y avait B-Movie qui, je crois, était une parodie des films de super-héros. Je crois qu'il y avait Big Movie ou Super Movie. Oh, je sais plus comment ça s'appelait. Tu avais un film qui parodiait plus euh, du côté de Narnia et tout ça. Bref, tu regardes les films comme ça fait beaucoup penser à ce genre d'humour qu'on trouve dedans. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait rire. Moi, j'ai pas mal rigolé, surtout la fameuse scène euh, où, euh, où tu as Kevin Durant qui surveille Frank Drebin et le personnage de Pamela Anderson quand ils sont chez Frank. Euh,
que lui il regarde ça avec des sortes d'ultra, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, qui regarde à travers les rideaux avec un appareil, et puis que lui, en fait, ce qu'il voit, c'est pas vraiment ce qui se passe derrière, c'est comme on le voit dans la bande-annonce, quand tu t'as, comment elle s'appelle, Pamela Anderson qui nettoie le four, du coup, dans l'appareil de Kevin Durant, c'est de l'impression qu'elle est en train de masturber le mec. Euh, il y a un moment donné, elle est à côté de Frank Drebling et puis elle est juste en train de mettre de la sauce sur de la viande. Et là, du coup, tu as l'impression, bon, bah voilà, vous avez l'image. Après, tu as le chien qui se rajoute et tout. Sauf que le truc, c'est que ce que les persos font vraiment et ce que Kevin Durant il voit dans son appareil, ça n'a rien à voir. Et en vrai, c'est très drôle. C'est très très drôle, hein. Encore une fois, je décris pas toutes les blagues, mais franchement, juste dans cette scène-là, il y a une petite succession qui est vraiment pas mal. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour sur des choses prises au premier degré. T'as là, les pensées du personnage de Liam Neeson qui sont vraiment, vraiment marrantes. Et puis des fois, t'as celles de toutes les autres qui se cumulent. Et puis des fois, oh là, c'est mon film à moi, donc vous fermez fermez vos esprits, hein, franchement. Non, c'est vraiment sympa. Sur l'aspect comédie, franchement, c'est peut-être un des films qui m'a le plus fait rire cette année. Franchement, qui était vraiment très drôle. Et pourtant, Liam Neeson, après les propos qu'il avait eu il y a quelques années, il avait beaucoup baissé dans mon estime. Mais en tout cas, en termes d'acting, franchement, il a très très bien joué dans ce film. Et après, les autres aussi ont vraiment bien joué, quoi. Même si je me souviens plus exactement de comment le film se conclut, mais ouais, c'est parce que là, j'ai surtout en tête mercredi que j'ai regardé hier soir et ce matin, donc j'ai un peu oublié la fin du film. Après, sur l'aspect enquête, c'est vrai que ben, l'enquête est plutôt pas mal, il y a des trucs qui marchent bien, il y a des trucs très drôles, hein, quand il fout des claques à la suite, là, les gens ils sont en ligne, et là, paf, 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 hop, t'as un petit compteur à côté, franchement, il y a des trucs qui sont vraiment très drôles. Euh, mais, euh, mais comment dire? Ben, c'est vrai que sur le côté enquête, c'est vrai que le fait que ce soit un peu moins sérieux, ça dépend ce qu'on aime dans le côté policier. Donc c'est vrai que forcément, ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien. Mais dans tous les cas, franchement, moi je trouve qu'on s'éclate beaucoup plus dans ce film que dans Almost Cost, euh, Almost Cops. Mais je trouve que là, on est bien aussi, franchement. Moi, enfin, je retiens surtout l'aspect humoristique parce que j'ai vraiment pas mal rigolé devant ce film que l'aspect enquête policière que bah, du coup j'ai un petit peu moins retenu, ça je l'avoue complètement. Ensuite on a The Pickup, donc il y a aussi un peu cet aspect d'humour comment dire, un peu abusé mais sans être autant que The Naked Girl, Gun. Donc The Pickup, donc une simple collecte d'argent prend une tournure inattendue lorsque Russell et Travis, deux conducteurs de camions blindés disparates, sont pris en embuscade par des criminels impitoyables menés par Zoé, une brillante tête pensante. Alors que le chaos s'installe, le duo improbable doit affronter le danger, des personnalités conflictuelles et une journée difficile qui ne cesse de dégénérer. Donc film que j'ai trouvé plutôt sympa, honnêtement j'ai passé un bon moment, pourtant j'ai jamais trop regardé les films d'Eddie Murphy, mais là, j'avoue que j'ai passé un bon moment. Alors, à la base, j'ai regardé ce film uniquement parce que Roman Reigns faisait une apparition dans ce film. D'ailleurs, dans The Naked Gun, il y a Cody Rhodes, voilà, qui fait une apparition en tant que barman. Là, ici, Roman Reigns fait une apparition en tant que Roman Reigns pour préparer un combat contre un mec. Bref. Donc voilà. Et le film en lui-même est plutôt sympa, un peu prévisible sur les bords, puisque bon, bah, on suit un duo qui fait leur travail, enfin, qui font leur travail, et du coup ils se font braquer. Forcément, la meuf qui est là bah, est celle qui avait chopé des infos auprès du jeune, sauf que lui il est tombé amoureux, elle vient pour le braquer, et forcément, vous devinez très bien où ça va aller. Donc voilà. Après. Il y a pas mal d'actions. L'action est plutôt bien foutue. Bon, même si je doute que l'on puisse braquer ce genre de fourgon aussi facilement. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Le fourgon qui va très bien servir pour le film, avec pas mal de scènes vraiment cool. Donc voilà.
Euh, En vrai, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, parce qu'en termes d'humour, ça fonctionne plutôt bien. Je l'ai vu, j'étais avec Lapin Creepy et sa copine. Franchement, on a bien rigolé à certaines scènes. Bon, même si sa copine s'est endormie à un moment donné, en tout cas, nous, on a bien rigolé. Euh, mais, euh, mais voilà, les blagues fonctionnent, l'action fonctionne. Voilà, après, c'est pas un grand film. Parce que, en fait, le problème, en fait, c'est que le film veut faire des blagues à certains moments et par moments se veut ultra sérieux. Par exemple, ce que ne fait pas The Naked Gun, qui reste plus ou moins dans le ton humoristique tout le temps. Alors que là, tu as des parties méga sérieuses, des parties un peu plus humoristiques avec ce personnage-là. Donc, bon, je sais même plus qui est qui. Mais bon, à part elle, la seule meuf, c'est facile à savoir que c'est Zoé. Parce que, enfin, si, tu as Eva Longoria qui fait une petite apparition dans ce film comme étant la femme d'Eddie Murphy. Mais bon, voilà, on la voit quasiment pas. Bref. En tout cas, ce film, vous pouvez le regarder. Si vous aimez l'humour, un peu les cambriolages, enfin, les cambriolages façon de parler, je pense que vous pouvez aimer ce film qui est plutôt sympa. Ensuite, on a Un ours dans le Jura. Donc, Michel et Cathy, vendeurs de sapins, vivent dans un petit village du Jura avec leur fils de 12 ans, Doudou, un enfant au comportement difficile. Criblé de dettes et faisant face à bien d'autres difficultés financières, le couple se déchire petit à petit. Jusqu'au jour où, en rentrant de chez lui, Michel évite de justesse un ours sur la route. Son auto finit sa course en heurtant une voiture se trouvait sur le bas-côté, tuant sur le coup ses deux passagers. Alors, techniquement, c'est pas vraiment ça. Techniquement, il heurte une voiture, ça tue la passagère qui est en train de pisser à côté de la voiture, et ensuite le mari qui lui est en train de pisser de l'autre côté de la route, quand il voit Franck aux côtés du cadavre de sa femme, il essaye de repartir en glissant et il s'embroche tout seul contre une branche. Donc c'est pas vraiment comme ça que sont morts les deux personnes. Bref. Après avoir averti sa femme, Michel et cette dernière décident de se débarrasser ensemble des corps, mais ce faisant, ils trouvent dans le coffre du véhicule un sac rempli d'argent dont ils évaluent le montant à plus de 2 millions d'euros. Voilà. Alors, le film est sympa, mais déjà, un énorme problème quand on regarde le film, c'est le titre. Le titre, il s'appelle Un ours dans le Jura. Et moi, quand je vois un film qui s'appelle Un ours dans le Jura, avec une affiche où tu as l'ours sur l'affiche, eh ben, je m'attends à un film avec des ours, enfin avec un ours. Je m'attends à un film un peu à la Crazy Bear, alors pas forcément en mode slasher humoristique comme Crazy Bear, mais je m'attends à ce genre de film. Là, quand le film il s'appelle Un ours dans le Jura et que l'ours tu l'as que dans la scène d'intro et qu'après tu ne le revois absolument jamais, bah déjà pour moi c'est un problème parce que bah du coup t'as un peu entre guillemets une sorte de pub mensongère parce que bah le titre te fait penser à un film avec un ours, l'affiche avec l'ours sur l'affiche te donne penser à ce qu'effectivement il y a toujours un truc avec l'ours et qu'en fait en fait le film c'est juste les conséquences de avoir esquivé l'ours et puis c'est tout parce que l'ours tu ne le reverras absolument jamais. Et pourtant, t'as plein mal de personnages, à certains moments qui sont en mode il y a un ours, il y a un ours, il y a un ours, et tout le monde est là en mode mais il n'y a pas d'ours dans le Jura. Et puis voilà. Vraiment, l'ours, au bout d'un moment, on n'en a plus rien à foutre, on est juste parti sur ces histoires de mort et machin, et le reste n'a plus vraiment d'importance. Et ça, pour moi, c'est un petit problème au niveau du film. Après, le film en lui-même est plutôt pas mal parce que bah, du coup, on a deux personnes en galère qui sont prêts à tout pour s'en sortir et qui du coup ben, vont tenter de dissimuler des morts pour survivre en fait et utiliser leur pognon. Donc voilà. À côté de ça, tu as Benoît Appelvord qui joue un flic. Voilà, un flic très très incompétent. Bon, il y a des scènes qui mènent à des petits quiproquos, c'est plutôt marrant, voilà. Euh, bon, la police, comme je disais, elle est totalement incompétente, mais ils vont quand même réussir à s'en sortir, enfin s'en sortir, à avancer dans l'enquête, hein. Après, mon seul problème autre que j'ai, c'est l'aspect des 2 millions d'euros en fait qui vont corrompre absolument tout le monde en fait. Ça va corrompre le prêtre, ça va corrompre les flics, ça va corrompre absolument tout le monde. Ce qui fait qu'au final, à la fin, tout le monde s'en sort plus ou moins sans problème, alors que tout le monde a clairement pioché dans de l'argent
qui provient d'un braquage ou de je ne sais quoi. Enfin bref, enfin je sais même pas si ça vient d'un braquage, je sais même pas d'où il vient cet argent. Enfin si l'argent il vient quand même d'un truc sale, peut-être de la drogue, oh je sais plus. Bref. Donc voilà. Donc film qui au début j'ai eu une déception parce que bah, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et en même temps, le film est plutôt sympa. C'est plus un drame, une sorte de comédie dramatique. Voilà, ça se regarde, c'est plutôt sympa. Bon, Franck Dubosc de temps en temps nous fait ses mimiques de Franck Dubosc, mais ça passe. Franchement, je trouve que c'est un film qui passe. Mieux que les comédies françaises qu'on a eues. Mais voilà, c'est pas non plus du grand cinéma. Et pour moi, on est presque à la limite d'une pub mensongère, quoi. Et normalement, le dernier film dont on va parler, c'est Valeurs sentimentales. Donc après la mort de leur mère, les sœurs Nora et Agnès doivent faire face à leur père aliéné. Donc c'est l'affiche que vous aviez sur la page d'intro, hein. Euh, Doivent faire face à leur père aliéné, Gustave, un cinéaste autrefois connu, mais aujourd'hui presque oublié. Les deux sœurs ont pris des chemins de vie bourgeois, mais différents. Nora fait passer de carte d'actrice avant tout le reste, tandis que sa sœur cadette Agnès a opté pour un emploi plus sûr et a construit une vie de famille avec son mari et son enfant. Gustave écrit un scénario et propose à sa fille Nora le rôle principal dans son prochain film, mais celle-ci refuse frontalement et catégoriquement. Lors d'une rétrospective de ses films en France, Gustave fait la connaissance de l'actrice hollywoodienne Rachel Camp, jouée par Elle Fanning, l'actrice préférée, et il lui propose le rôle qui était en fait destiné à Nora. Lorsque le tournage commence dans son pays natal, la Norvège, Gustave saisit l'occasion de recoller les morceaux de sa relation avec Nora et sa sœur. Donc le film est génial. Alors c'est le dernier film que j'ai pu voir au cinéma avec les petites places gratuites là. Donc en plus les utiliser pour voir mon actrice préférée, c'était génial. Et surtout pour voir un film pareil, et ben c'était encore plus cool. Alors le gros défaut du film pour moi c'est les transitions, genre vraiment les transitions en noir comme ça, où tu as juste un écran noir de 2-3 secondes et puis tu passes à la suite. Je suis pas fan de ce genre de transition. Mais voilà, c'est peut-être un des rares défauts du film. Sinon, le film est vraiment très bon. Chaque personnage a vraiment son petit arc, qu'il soit important ou pas. Enfin, surtout les personnages importants. Les personnages secondaires sont, entre guillemets, il n'y en a pas tant que ça. Et ils sont moins importants. Mais je veux dire, les deux sœurs, le personnage de Rachel et de Gustave, ils ont tous un bon développement, leurs problèmes, leurs trucs. Voilà, parce que ben, pour Nora, c'est une comédienne, mais son père ne regarde pas ses pièces parce qu'il aime pas le théâtre, machin. Ils s'entendent mal aussi parce que bah, lui, il est parti en Suède après la mort de voire même avant la mort de leur mère. Et voilà, il les a un peu abandonnés. Donc ça avec Nora, ça passe mal. En plus, lui, il arrive en mode oh, tiens, vas-y, je reviens, je te donne un rôle et tout dans mon prochain film. Et l'autre est en mode mais tu te prends pour qui là? Tu nous as abandonnés? Tu veux me donner un rôle comme ça? Tu viens même pas voir mes pièces de théâtre, machin. Enfin, bref. La relation est très compliquée et tout. Moi, j'aime beaucoup comment ça se passe. Pareil avec Agnès. Agnès qui, du coup, a joué dans un des films de son père quand elle était enfant, qui ensuite a fait un autre choix de carrière dans sa vie, voilà, mais qui a elle-même un enfant que le père veut utiliser dans son film. Donc forcément, ça a créé une relation un peu particulière entre les deux. Au début, plutôt enjouée, et au bout d'un moment, voilà, Agnès, elle pète un câble aussi. Enfin bref, voilà. Gustave, bah lui, il fait de son mieux pour essayer de faire son film du mieux possible et en même temps de recoller les morceaux avec ses deux filles. Mais bon, quand il les a abandonnés pendant des années, bah, c'est pas facile de recoller les morceaux comme ça du jour au lendemain. Donc voilà. Et on a aussi le petit arc de Rachel Kemp, hein, qui est une jeune actrice montante, voilà, qui récupère le rôle qu'aurait dû avoir Nora, mais qui n'arrive pas à s'adapter au rôle, euh, puisque bah, il n'est pas forcément écrit pour elle, donc elle doit s'adapter à quelque chose d'écrit pour quelqu'un d'autre, sauf qu'elle n'y arrive pas. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une scène autour de Rachel Kemp qui m'a fait pleurer. Voilà, ça m'a fait lâcher quelques larmes. Et honnêtement, ce film, depuis le début de l'année, c'est le seul qui a réussi à me faire verser quelques larmes. Voilà, donc je suis pas en mode ouais, je suis un gros dur, je pleure jamais.
Mais, faut quand même le dire, c'est le seul film qui a réussi à me faire pleurer. Alors il y a des films où des fois j'ai senti que ça montait, que j'aurais pu pleurer si la scène était un peu plus triste ou quoi que ce soit. Mais celui-là, c'est le seul qui a réussi à vraiment faire sortir les larmes, quoi, où j'ai pas pu me retenir. Donc voilà, pour moi, ça lui donne des points en plus quand il va me faire vivre des émotions comme ça. Ouais, ça veut dire que la scène est suffisamment forte euh, pour que j'en pleure, hein, voilà. Donc, film très bon. Après, faut un peu long quand même, je trouve. Mais voilà, après, il faut aimer ce genre de film parce qu'on est vraiment sur du drame un peu familial, tout ça, autour de la création d'un film et tout. Donc, faut aimer les films voilà, qui sont lents et tout ça. Si vous êtes fan de Fast and Furious, ne regardez pas ce film, vous n'allez pas aimer, hein, très clairement. Mais sinon, voilà, ça se regarde très bien quand on aime ce genre de film. En plus, l'acting, il est excellent. Tout est vraiment très bon. Voilà, il y a peu de choses qu'on peut enlever du film, hein, ce qui est assez rare pour les films longs. Donc voilà. En plus, il y a des scènes qui ont été tournées à Deauville, Deauville, qui est bon, aujourd'hui un peu plus loin d'où je suis actuellement. Mais quand j'étais à Caen, c'était à quoi, je sais pas, 20-30 minutes, hein, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à la piscine à Deauville, ouais, c'est peut-être ouais, à 20-30 minutes de Caen. Donc là où je suis aujourd'hui, bon, c'est à peut-être une heure et demie, ouais, allez, une heure et quart de là où je suis actuellement. Mais du coup, ça fait un peu bizarre, tu vois, ils sont là, tu dis, putain, mais je connais le coin là, c'est chez moi, enfin, c'est la Normandie, c'est trop bien. Donc voilà. Ça donne un petit côté en plus au film quand tu es là, tu es en mode, ah putain, je connais ça. Je connais. Et c'est le cas quand je vois certains films qui se passent dans des villes où j'ai été, notamment quand tu as des films qui se passent en Écosse, des fois je suis en mode, oh tiens, j'ai été dans cette rue-là et tout. Ce qui a été le cas avec un des Fast and Furious. Bon, c'est pas les meilleurs films, mais il y en avait un où il y a une scène qui se passe à Édimbourg et j'étais en mode, tac. Ouais, là j'ai été, là j'ai été. C'est marrant de reconnaître des endroits où on a voyagé et tout. Bref. En tout cas, très bon film. Je peux le conseiller, mais voilà, faut aimer. Après, le problème, c'est qu'au cinéma, il n'est pas en version française. Moi, je l'ai vu dans un petit cinéma. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah, c'est normal, c'est un peu l'ADN du cinéma de partager des films d'auteur, des films étrangers en version originale et tout, pour garder ben, leur aspect de ce qu'ils sont à la base, hein, dans leur voix d'origine. Parce que le doublage a souvent tendance à quand même avoir un petit impact sur l'acting. Euh, mais, regarde, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, et oui, le film, ensuite, j'ai vu qu'il était également diffusé dans tout ce qui était les pâtés. UGC, je sais pas, parce que j'y vais jamais. Parce que le seul UGC de Caen, il est en périphérie, du coup, ben, ça fait trop loin. Mais au pâté, j'ai vu qu'il y était aussi, et que en VOSTFR également. Donc après, il faut aussi euh, aimer regarder des films en sous-titré. Voilà. Et oui, là, il y en a besoin, hein, parce que bon, faut connaître le norvégien pour l'anglais, je pense que c'est pas trop un problème pour la plupart des gens, mais le norvégien, je pense que là, c'est plus compliqué de bien le connaître. Bref. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc, on va conclure sur cette magnifique image de Liam Neeson, hein, voilà. Euh, donc, on a eu 15 films, certains qui étaient très bons, comme justement The Naked Girl. Ah putain, j'arrive pas à dire Girl, The Naked Gun, euh, justement, valeur sentimentale, The Pickup qui était pas trop mal et tout. Enfin bref, il y a eu quelques petits films vraiment sympas. Malheureusement, il y a eu aussi quelques ratés avec les comédies françaises, comme Haut la main, comme Avec ou sans enfants, aussi des films d'horreur, hein, avec Souviens-toi l'été dernier, Peter Pan, Popeye, tout ça. Bon, il y a eu des films moyens également. Bref, on a eu un peu de tout. Voilà, donc moi je vais continuer à regarder des films et des séries, continuer à vous partager mon avis sur certains d'entre eux. Bien sûr, quand je fais des vidéos comme ça, il faut que je synthétise au max, euh, parce que voilà, je peux pas faire non plus des vidéos de 10 heures, hein, voilà. Mais au moins vous avez un petit avis de ce que je pense de ces films. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker
à liker, commenter ce que vous avez pensé des films que vous avez vus. Et sinon, ben, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.